Alors, mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à la présentation de notre projet intégrateur. Par définition, et comme l'a mentionné M. Chatrian tout à l'heure, un projet intégrateur est celui qui rassemble en une synthèse efficace et relativement complète l'ensemble des connaissances acquises au cours d'une période de formation donnée. Mais c'est aussi l'intégration d'individus différents dans un groupe qui partage temps, énergie et expérience de toute nature. Ce groupe d'individus, devenu au fil des semaines et des mois l'équipe que nous sommes, est formé de Jean-François Deschênes, de Nathalie Forêt, de Carole Paré, Daniel Godin, Gaëtan Lefebvre et moi-même, Benoît Roux. Nous allons vous entretenir pendant la prochaine heure de distribution, de logistique et de zone franche, avec comme toile de fond le port de Montréal et bien sûr le monde. Après avoir beaucoup lu, cherché sur le sujet, vu et visité New York, Rotterdam et Amsterdam, Anvers et Vancouver, puis questionné et rencontré de très nombreuses gens, nous vous proposons un cheminement fort simple. Des faits, un scénario et l'avenir. Ainsi, après une introduction qui traitera du phénomène de la mondialisation et du village global, nous aborderons de front le concept des centres de distribution et de logistique, puis celui des zones franches. Tous deux appuyés d'un exemple respectivement pris en Europe et en Amérique. Bien sûr, nous vous parlerons de Montréal et de son port, le deuxième en importance sur l'Atlantique Nord. Nous examinerons ensuite avec l'immobilier comme toile de fond ce qui peut être envisagé comme scénario à Montréal. Suivra une analyse prospective qui nous mènera à explorer avec vous quelques scénarios d'avenir et finalement, nous conclurons sur quelques éléments de réflexion générale. En résumé, une seule question s'est imposée à nous durant toute notre démarche. Y a-t-il place pour un centre de distribution et de logistique à valeur ajoutée à Montréal? Comme il s'agit là d'un sujet très pointu, vous aurez compris que nous avons dû, pour les fins de notre présentation de ce matin, nous limiter aux grands principes généraux. Voilà donc le grand voyage que nous vous proposons pendant la prochaine heure. Alors, attachez vos ceintures, c'est parti. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous m'entendez bien ce matin. Alors, on va vous parler d'un projet immobilier bien particulier, c'est-à-dire un centre de distribution et de logistique, puis de zone franche. Mais avant de démarrer, disons-nous qu'un projet immobilier, évidemment, ce n'est pas strictement de la brique et du mortier. Un projet immobilier, ça doit s'insérer dans un contexte politique, dans un contexte économique et dans un contexte social. Alors, afin de nous guider dans cette aventure-là, laissez-moi planter deux jalons immédiatement. Le premier jalon concerne la mondialisation. C'est une tendance lourde, c'est incontournable, c'est une vague de fond, il faut absolument composer avec ça. Le deuxième jalon concerne les échanges internationaux. Le commerce, qu'il soit régional, qu'il soit national ou qu'il soit international, c'est une activité qui est souhaitable, c'est une activité qui est bonne et qui améliore la qualité des gens, la qualité de vie des gens. D'ailleurs, on peut constater qu'au niveau de l'exportation des marchandises au niveau mondial, puis on traite de marchandises étant donné qu'on est dans un centre de distribution, on peut constater qu'en l'an 2000, le taux de croissance des exportations mondiales de marchandises a été de l'ordre de 14 %. Ça représente 6 250 milliards de dollars américains en l'an 2000 uniquement. Pour la même année, au Canada et au Québec, laissons tout simplement parler des chiffres. Les exportations atteignaient la somme de 474 milliards de dollars. Pratiquement 50 % de tout ce que nous produisons est exporté. Grâce à ce foisonnement d'activités-là, un emploi sur 3 est tributaire de nos exportations. Et mentionnons que chaque milliard de dollars d'exportation additionnelle aide à soutenir 10 000 emplois. C'est donc énorme comme secteur. La table aussi était donc tout à fait desservie, était tout à fait mise à ce moment-là entre les États pour l'élimination des barrières tarifaires ou des systèmes protectionnistes qui empêchent ou qui faisaient obstacle aux échanges commerciaux. C'est donc pour ces raisons qu'il y a quelques années, le Canada et les États-Unis ont négocié une entente de libre-échange auquel est venu se juxtaposer le Mexique quelques années plus tard. Le Canada a négocié également des ententes bilatérales avec d'autres pays, le Chili, Israël, et est en train de négocier en ce moment des ententes avec des pays d'Amérique centrale et Singapour, tout ça dans le but d'éliminer les barrières tarifaires, qu'on parle de tarifs douaniers, de quotas, de barrières non tarifaires, etc. Il faut éliminer ces choses-là dans un domaine, dans une époque de mondialisation et d'échanges commerciaux croissants. On réalise donc
que tous ces phénomènes-là ont exercé également des pressions considérables sur les systèmes de distribution à travers la planète. Il faut mentionner que les entreprises n'ont pas du tout eu le choix, dans cette vague de fonds-là, que de revoir considérablement leur façon de faire, sans mentionner évidemment l'impact d'un Internet dans tout ça. Alors que les marchandises soient distribuées par voie maritime, par voie ferroviaire, par voie routière ou par voie aérienne, il a fallu constamment revoir tous les systèmes de distribution et de logistique. On va tenter également, vers la fin de notre présentation, de voir comment le Québec pourrait profiter de ce concept de zone, de centre de distribution, pour juxtaposer ça à sa politique de développement économique régional. On va voir qu'un centre de distribution, ça doit être intimement lié avec un aéroport ou un port. Et puis, dans le contexte de la nouvelle politique fluviale du Québec, on pourrait prendre avantage de ça au niveau du développement économique régional. Alors, sans plus tarder, abordons les concepts de centre de distribution, de logistique et de zone franche, mais d'abord les centres de distribution. Pour bien apprécier notre exposé, il est important de comprendre ce qu'est un centre de distribution et de logistique à valeur ajoutée. Depuis le début de l'ère industrielle, la fabrication d'un bien se faisait selon le modèle suivant. Une usine située près des marchés fabriquait un produit complet pour la collectivité locale. Les produits étaient également entreposés dans les centres de distribution à proximité des marchés régionaux. Les produits étaient fabriqués sans savoir où et quand ils seraient vendus. Les prix des produits fluctuaient donc d'une usine à l'autre ou d'un entrepôt à l'autre. Aujourd'hui, le développement de la technologie, telle le GPS, le téléphone cellulaire, le courrier électronique et l'Internet, la globalisation des marchés puis les ententes de libre-échange telles que l'ALENA et la future ZIA, et la constitution de grands blocs économiques tels que l'Union européenne, ont amené les entreprises à repenser les façons de distribuer leurs produits et, par le fait même, à agrandir leur marché. Cette évolution permet aux entreprises de faire fabriquer à travers le monde les composantes d'un bien et de profiter des forces et expertises des différents pays pour ainsi réduire les coûts de fabrication des produits finis. L'évolution des chaînes de distribution s'est donc complexifiée et la logistique est devenue cruciale pour les entreprises. De plus en plus de biens sont fabriqués seulement lorsqu'ils sont vendus. Cette façon de faire permet d'accroître le choix des produits offerts, de réduire le délai entre la production et la vente, tout en réduisant les coûts de production. Que peut-on faire pour réduire le temps de dédouanement d'une cargaison qui arrivera dans 3 jours? Quel est le mode de transport le plus approprié et disponible pour une période précise? Où peut-on fabriquer une composante à moindre coût? Ces questions doivent être, toutes ces questions, ce sont toutes des questions auxquelles les entreprises doivent faire face pour demeurer conkurrentielles. La logistique est une solution. Maintenant, pour expliquer ce qu'est la valeur ajoutée, imaginons un cargo rempli de conteneurs en provenance d'Europe qui accoste au port de Montréal. Le premier conteneur contient des bouteilles d'alcool fin d'Italie et un autre des verres de cristal de Bulgarie. Le tout est rapidement dédouané et acheminé dans un centre de distribution à proximité du port. Dans l'un de ces immeubles, les employés prennent une bouteille italienne et 2 verres bulgares qu'ils disposent dans un emballage cadeau, par exemple aux couleurs de la SAQ ou du Ontario Liquor Board. Cette entreprise peut faire de même avec d'autres types de produits pour un magasin à grande surface situé à Chicago. C'est donc dire qu'on personnalise le produit pour le marché visé. Par exemple, on appose le code à barre et les instructions dans la langue du pays pour lequel il est destiné. Certaines grandes entreprises, telles que Reebok, souhaitent contrôler totalement la qualité de toute la chaîne de distribution continentale et veulent opérer elles-mêmes le centre de distribution. Par contre, il existe aussi des entreprises spécialisées dans la distribution qui peuvent offrir ce genre de service à des organisations qui préfèrent plutôt impartir la distribution et la logistique. Elles sont connues sous le vocable de Third Party Logistics, ou TPL. En résumé, la production des composantes d'un bien se fait mondialement aux endroits où il est plus économique de le faire. La distribution se fait sur une base continentale via un centre stratégiquement positionné sur le continent. Le marketing se fait dans chaque État pour tenir compte des particularités nationales. Et la vente se concrétise sur les marchés locaux via la distribution de points de service traditionnels ou par l'Internet.
C'est une tendance majeure qui s'observe actuellement dans la chaîne de distribution. Depuis 1980, les dépenses mondiales en logistique ont presque triplé. En 1998, au Canada, le secteur de la logistique a généré des recettes de près de 50 milliards de dollars et employait directement 400 000 travailleurs et 480 000 emplois supplémentaires dépendaient de ce secteur. C'est pourquoi nous croyons que Montréal peut devenir un joueur majeur dans l'implantation de centres de distribution et de logistique à valeur ajoutée en Amérique du Nord. Pour vérifier l'application de ce concept, nous sommes allés à Rotterdam, en Hollande, où on trouve le plus grand nombre de centres de distribution en Europe, et c'est aussi la ville qui possède le plus grand port. C'est en cherchant à comprendre toutes les activités et les ramifications qui se réalisent vraiment en amont d'un produit fini, comme par exemple un emballage cadeau d'alcool de produits d'alcool fin, qu'il nous est possible de bien saisir et comprendre toute la dynamique qui est engendrée par les centres de distribution et les chaînes d'approvisionnement. Voyons maintenant comment les facteurs clés de succès notés à Rotterdam pourraient se traduire ou influencer une implantation adaptée dans une version québécoise. Les Pays-Bas sont localisés au cœur même de l'Europe continentale. Ils émergent au sens littéral comme au figuré. En fait, le choix de la Hollande s'explique très facilement lorsque vient le temps de choisir un pays pour implanter ses activités de distribution. Un bassin de population de 350 millions de consommateurs potentiels, à l'intérieur d'une distance de moins de 1500 km, ça constitue une cible privilégiée, remplie d'opportunités, vous en conviendrez. Bref, Rotterdam, c'est le plus grand, le modèle et l'exemple à suivre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous y sommes allés. Bénéficiant d'une position stratégique des plus enviables, non pas seulement en Europe, mais aussi dans le monde, où le port se situe au 3e rang, Rotterdam possède une infrastructure de transport multimodal d'avant-garde. Il y circule plus de 6 millions de conteneurs par année, et les activités qui s'y déroulent génèrent près de 7 % du PIB de la Hollande tout entière. Outre les moyens de transport conventionnels, la Hollande se distingue par la présence de canaux intérieurs de très grande capacité. En effet, près de 30 % de tous les transbordements s'effectuent par barge et circulent sur les voies navigables baptisées inland. Ils peuvent ainsi se rendre aussi loin qu'en mer Noire jusqu'en Roumanie. L'efficience globale marquée du port à tous les égards attire les entreprises américaines lorsque vient le temps d'étendre leurs tentacules vers l'Europe. Elles choisissent effectivement la Hollande, et plus particulièrement Rotterdam, dans une proportion de 57 %. C'est d'ailleurs tout aussi vrai pour les compagnies asiatiques qui choisissent les Pays-Bas dans une proportion de 56 % à leur tour. Le port de Rotterdam se distingue également par l'utilisation optimale du territoire qu'il développe. Par exemple, les activités de centre de distribution sont regroupées en fonction des traitements apportés sur les produits en transit. Ces sites sont appelés distriparcs. Ils s'y déroulent de multiples manutentions, grâce entre autres à une infrastructure adaptée en fonction vraiment des besoins des entreprises. Hemhaven, excusez le ton, fut le premier à s'implanter. Il compte 5,4 millions de pieds carrés et les activités qui s'y déroulent concernent principalement l'entreposage d'hiver et la distribution de produits haut de gamme. En deuxième lieu, Botlek, avec 9,4 millions de pieds carrés, on découvre sur ce territoire des activités de transformation pétrolière. Finalement, Maasvlakte compte une grande superficie de 13,5 millions de pieds carrés et on retrouve des méga-centres de distribution, dont entre autres Reebok. Tous les distriparcs ont été créés au fur et à mesure que le besoin augmentait. Les distriparcs sont maintenant utilisés à pleine capacité, la demande est donc très forte et la rareté du terrain ne fait qu'augmenter cette pression. L'expansion fulgurante qu'a connue les centres de distribution en Hollande est quand même, somme toute, très récente. Entre 1975 et 1992, les besoins ont triplé, passant de 3 000 à 10 000 hectares. Donc, pour maintenir leur position de leader européen et pour contrer le manque d'espace dans le futur, le lancement de Maasvlakte 2 vient d'être annoncé très récemment, en septembre 2001, par les autorités hollandaises. Il s'agit d'un méga-projet estimé à 5 milliards de dollars US qui vise à récupérer plus de 100 millions de pieds carrés en 5 phases. Et évidemment, pour ce faire, l'ingéniosité légendaire des Hollandais et Hollandaises sera à nouveau mise à contribution parce que le territoire n'existe pas actuellement. Il sera littéralement grugé sur la mer. Il est prévu donc à être complètement opérationnel en 2020. Il est intéressant de souligner à ce stade-ci que le projet a vraiment reçu son aval uniquement lorsque les groupes de pression environnementalistes furent mis à contribution plus directement impliqués dans le processus décisionnel. En effet, il y a eu un fonds qui a été créé, le WWF, World Wide Fund for Nature, qui a été créé pour justement prévoir des sommes et réserver des terrains pour les espèces animales en difficulté.
Des musées naturels seront donc ouverts pour le grand public éventuellement, puis ça a été une alliance stratégique des plus importantes pour le déclenchement de ce projet-là. En fait, pour vous donner un ordre de grandeur, des terrains de 750 hectares seront dédiés et réservés pour les besoins environnementaux, alors que le projet en tant que tel compte 1000 hectares. Donc, ça fait un grand ensemble. Le souci des préoccupations environnementales est vraiment présent partout lorsqu'on circule à Rotterdam, principalement dans les districts. Il s'exprime, entre autres, dans l'intégration des bâtiments et dans les aménagements urbains. Finalement, autre particularité des plus surprenantes, la tonte de pelouse écologique. L'utilisation des moutons pour l'entretien des pelouses est réelle. Un chargé de projet a comme principale tâche d'assurer la gestion de l'entretien des sites en déplaçant les brebis. Il ne s'agit pas d'une légende urbaine, on l'a vu de nos yeux. Et c'est d'ailleurs là qu'il nous fut possible de saisir toute l'ampleur de l'expression « cheap labor » qui prend tout ça. Lorsque notre groupe s'est réuni pour savoir qui aurait la responsabilité de vous présenter le concept de zone franche, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y avait rien de mieux qu'une jeune fille franche. Alors, voici le concept. Le mot zone fait référence à un territoire déterminé, alors que le mot franche, on entend cette fois une situation hors taxe ou sans frais de douane. Une zone franche est une enclave territoriale bien déterminée à l'intérieur d'un pays où on importe des produits qui vont subir une transformation légère ou seulement pour être entreposés, pour ensuite être réexportés sans devoir payer de frais de douane tant et aussi longtemps qu'ils resteront dans la zone. Les produits seront taxés seulement au moment où ils seront distribués au marché domestique, alors que les produits destinés à l'exportation ne seront jamais sujets aux frais de douane. Évidemment, une entreprise doit répondre à certains critères pour s'implanter dans une zone franche. La majorité de ces produits doivent être destinés à l'exportation. On compte des milliers de zones franches aujourd'hui qui fonctionnent un peu de façon similaire. Seulement, on remarquera des avantages fiscaux additionnels qui vont varier d'un pays à l'autre. Depuis le début des années 60, on retrouve de plus en plus de zones franches dans les pays industrialisés, et ce, sur tous les continents. Juste aux États-Unis, on compte 245 zones et 401 sous-zones réparties dans 49 États. Il est important maintenant de souligner qu'ici, au Québec, donc au Canada, nous n'avons encore aucune zone. La première zone franche a été créée en 1934 aux États-Unis, à New York, sur les terrains en bordure de l'activité portuaire. Le but était de stimuler l'économie après la Grande Dépression en voulant créer de l'emploi. Aux États-Unis, les zones sont, comme je le vous disais, des territoires bien définis à accès limité sous la surveillance des douanes américaines. Considérés comme à l'extérieur du pays, il n'y a pas de droits et de taxes sur les marchandises qui y transitent, transformées ou non, tant et aussi longtemps qu'elles y resteront. Il y a deux types de zones permises aux États-Unis. La première, appelée Foreign Trade Zone, FTZ, est située en général près des installations de douane, soit en bordure des ports et aéroports. Mais lorsque l'entreprise a besoin d'un terrain plus vaste, comme par exemple celle du secteur de l'automobile, elles sont implantées ailleurs dans une sous-zone, soit un autre terrain spécifique, mais qui aura les mêmes avantages que la zone franche. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que le concept de zone franche est un instrument pour attirer des investissements étrangers et conséquemment des installations, donc de l'immobilier, orientés vers la transformation de produits à valeur ajoutée. Pour l'entreprise, les avantages d'opérer et de s'installer dans une zone franche sont multiples. D'abord, opérer en zone franche a un impact significatif sur les liquidités, puisque les frais de douane sont payables uniquement sur la portion destinée au marché domestique et seulement lorsqu'elle quitte la zone. Lorsque le produit fini est une combinaison de matières exportées et domestiques qui seront ensuite réexportées, la zone franche permettra l'élimination des droits de douane normalement requis sur la portion réexportée. La zone franche peut permettre également de contourner des restrictions en termes de quotas de certaines marchandises, soit par une transformation qui va modifier sa classification ou encore en attente de la levée du quota en question. Encore, en cas d'instabilité d'un marché ou de l'économie, la zone franche peut permettre d'entreposer des marchandises jusqu'au moment où les conditions seront plus favorables, tel le taux de change. Elles permettent également l'élimination des frais de douane sur les produits rejetés ou détruits lors de la fabrication. Et finalement, l'entreprise opérant en zone franche
bénéficiera d'économies d'échelle, qu'il s'agisse de services de sécurité, d'assurance et bien plus, dus au principe du regroupement. Ici, au Canada, évidemment au Québec, il n'y a pas de zone franche, mais disons en résumé qu'il y a prétendument l'équivalent. Soit une loi et des programmes qui permettent déjà à chaque entreprise qui exporte des marchandises d'obtenir des avantages en matière de douane similaires sans avoir la contrainte d'un lieu géographique. Les entreprises peuvent utiliser, séparément ou simultanément, plusieurs programmes douaniers qui ont été révisés en 1995 et regroupés au chapitre des programmes de report de droits. Ces programmes, administrés par Douane Canada, viennent répondre au phénomène de la mondialisation et de la compétition. Ces programmes sont les programmes d'entrepôt d'attente et de stockage, les programmes d'exonération des droits, les drawbacks et finalement, dans certains cas particuliers, les programmes de la TTS. Donc, une entreprise doit s'adresser à Douane Canada et faire une demande pour obtenir un agreement selon tel qu'il est écrit dans la loi, en complétant un formulaire. Le bâtiment ou une partie du bâtiment, en cas d'acceptation, devient alors comme une zone franche. Le ministère doit recevoir un plan précis des lieux, précisant où vont être gardés ou manipulés les biens importés exempts de frais de douane. Un registre bien précis doit être tenu de tout déplacement de marchandises. Les lieux doivent être sécuritaires et accessibles que par les propriétaires et les employés. Les portes doivent être munies de plomb, de même que tous les véhicules qui effectuent le transport des marchandises. Des espaces assez vastes doivent être disponibles pour les inspections des lieux par le ministère. Il y aura au moins une inspection par année de ces entreprises. Disons que le Canada a mis en place des programmes qui permettent de concurrencer les avantages fiscaux d'une zone franche en matière de frais de douane. Cependant, il est facile de comprendre que la gestion de ces différents programmes est lourde et complexe, surtout pour l'entreprise étrangère, car ils exigent la tenue de registres ainsi qu'une gestion des lieux particuliers où se trouvent les produits. Évidemment, avec l'ALENA, les avantages traditionnels des zones franches deviennent moins importants lorsque le marché visé se limite aux États-Unis et au Mexique. Mais nous visons dans notre démarche les pays européens. En conclusion, l'avantage d'opérer en zone franche est alors l'efficacité accrue par la création d'un service d'experts dans la gestion des douanes offert aux entreprises. Une zone franche permet de vendre un concept concret, intégré et concentré sur un territoire donné, au lieu de vendre un concept légal, souvent abstrait pour l'entreprise étrangère. Alors, comme le port de New York et New Jersey reste sans aucun doute l'exemple le plus connu de l'application du concept de zone franche, nous sommes allés rencontrer les responsables des services qui s'occupent de la gestion des zones franches et, pour mieux comprendre, nous en avons visité les installations. Le port de New York, qui est connu sous le vocable de Port Authority of New York and New Jersey, n'est pas en fait qu'un port. C'est aussi des aéroports, ce sont des ponts, des tunnels, en plus d'un système de transport en commun et bien sûr des immeubles. Plus de 7000 employés voient sa gestion quotidienne et son budget annuel est d'un peu plus de 3,6 milliards US. Pour la seule année 1999, plus de 3200 navires de tout tonnage et de toute provenance se sont amarrés à un quelconque de ces quais. Le port de New York est de loin le port le plus important de la côte est américaine et, vous l'aurez compris, un concurrent majeur du port de Montréal pour le transit des marchandises vers l'Amérique. Né en 1934 d'une décision de l'administration Roosevelt à l'effet de mettre sur pied un réseau de Foreign Trade Zones, les FTZ, plusieurs de ces zones franches, dont les particularités et le principe ont été décrits plus tôt, ont vu le jour dans la grande région de New York. De fait, le port de New York et New Jersey est le grantee, ou le concessionnaire, en fait, ni plus ni moins, de la FTZ numéro 49, comme on l'appelle là-bas. Celle-ci située du côté de l'État du New Jersey, plus particulièrement sur les territoires des villes de Newark et Elizabeth. Cette zone franche, exploitée par l'administration portuaire, couvre une superficie de 2400 acres et offre plus de 5,5 millions de pieds carrés en espace locatif pour l'entreposage et la transformation de marchandises conteneurisées, bien sûr, pour le stationnement de véhicules automobiles et pour les matériaux liquides et solides de toutes sortes. Bien évidemment, la FTZ 49 est desservie par les entreprises de camionnage et par les grandes lignes de chemin de fer qui redistribuent les marchandises au travers du pays. Mais, fait important à noter,
90% de toute la marchandise qui transite dans ce port est réacheminée directement sur le territoire de la grande région métropolitaine de New York. Aucune surprise là, bien sûr, puisqu'il s'y trouve quelque chose comme 18 millions de consommateurs. Dans le secteur de Newark, plus particulièrement, on retrouve quelques 300 acres spécifiquement réservés au stationnement et à la manutention des véhicules automobiles importés, en plus de nombreux espaces pour le vrac tant solide que liquide, le gypse par exemple, le ciment, les huiles comestibles, etc. Par contre, le secteur de Port Elizabeth constitue quant à lui la capitale américaine du conteneur. Plus de 2 millions de conteneurs y ont transité en 2000 en provenance de partout dans le monde. Du strict point de vue immobilier, la FTZ 49 représente à elle seule quelques 35 millions d'investissements annuels, 1100 emplois directs et indirects, et plus de 7 milliards de dollars américains en valeur de cargo manutentionné. L'avantage majeur de se retrouver dans cette zone franche à New York, en plus de l'avantage immobilier et de l'immensité du marché immédiat, réside bien sûr dans les économies réalisées grâce à l'élimination, à la réduction et même au report du paiement des frais de douane et d'assises imposés par le gouvernement américain, entre autres sur les importations à grand volume de produits de haute valeur et de haute performance. Mais qu'en est-il au port de Montréal? D'un bassin peu profond, situé à 1600 km à l'intérieur des terres et accessible pendant longtemps uniquement dans la période des mois chauds, le port de Montréal est devenu au fil des ans un port maritime de classe mondiale, parmi les 50 plus importants de la planète et le deuxième en importance sur l'Atlantique Nord. Et il est ouvert toute l'année. Fait intéressant, c'est en 1871 que la première locomotive est apparue sur les quais, augurant déjà à cette époque des 100 km de voies ferrées du système intermodal sophistiqué dont dispose aujourd'hui le port de Montréal pour transporter rapidement les marchandises qui y transitent vers les marchés américains et ontariens. D'autre part, c'est en 1964 que le cargo danois Helga Dam réussissait à se frayer un chemin dans les glaces du Saint-Laurent pour s'amarrer à Montréal le 4 janvier. Depuis lors, le chenal a été maintenu ouvert tout l'hiver et le port reste en activité toute l'année, ce qui lui ajoute une valeur concurrentielle indéniable par rapport aux autres ports de la côte Est. Son territoire est absolument immense, s'étendant sur plus de 1000 hectares répartis sur quelques 25 km de rive du Saint-Laurent, entre le pont Victoria à l'ouest et la ville de Montréal-Est, et au-delà jusqu'à Contrecœur. Il comprend le secteur du Havre, où sont localisés les jetées Baker Dyke et Alexandra, qui accueillent les bateaux de croisière entre mai et octobre de chaque année, puis celui du centre-sud, où se retrouve principalement la cour d'échange des wagons de chemin de fer du CN et du CP. Suit le secteur Hochelaga-Maisonneuve, où plus de 3 638 000 tonnes de vrac solides et de marchandises diverses non conteneurisées ont transité en 2000. Vient ensuite le secteur Mercier, qui reçoit toute la marchandise conteneurisée, et on parle de plus de 10 millions de tonnes pour la seule année 2000. Le secteur suivant, sur la promenade Belle-Rive, permet à la population, tout comme dans le Vieux-Port de Montréal d'ailleurs, d'avoir un accès direct et majeur au fleuve. Nous nous retrouvons finalement dans le secteur de Montréal-Est, où sont principalement localisées les compagnies pétrolières. Plus de 2 833 000 tonnes de produits pétroliers y ont transité en l'an 2000. Déjà responsable des îles de Boucherville et des îles Verts, situées au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, l'administration portuaire de Montréal faisait l'acquisition à la fin des années 80 d'une immense réserve foncière à Contrecœur, où se manutentionnent aujourd'hui les marchandises non conteneurisées à partir de 2 postes à quai. Avec ces installations qui ne cessent d'être améliorées, le port de Montréal est devenu, au fil des ans, un des ports les plus importants de ce côté-ci de l'Atlantique pour la manutention des marchandises en provenance et vers l'Europe. Plus d'1 million de conteneurs y ont transité en 2000, alors que 20,7 millions de tonnes de marchandises de toute nature y ont été manutentionnées. Autre avantage marqué, à cause de sa localisation à l'intérieur des terres, le port de Montréal est un port dit de terminus. C'est-à-dire qu'un navire qui y arrive plein repart toujours plein pour sa destination de retour, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des autres ports. Finalement, non seulement Montréal est le deuxième port le plus achalandé sur l'Atlantique Nord, mais encore de nombreuses lignes maritimes le relient aussi au reste du monde, comme à l'Afrique, l'Amérique latine et bien sûr aux États-Unis. C'est ainsi que Montréal, à l'instar de Rotterdam pour l'Europe, devient une plaque tournante du commerce mondial maritime et a un rôle à jouer dans l'intégration économique de l'ensemble des Amériques. Par ailleurs, ses liens privilégiés avec le port de Vancouver le positionnent aussi parfaitement pour desservir l'Asie et partant
la plus grande zone de libre-échange au monde dont la Constitution est actuellement en négociation. Mais plus près de nous, le lien historique que le port de Montréal a avec la ville de Montréal et son développement fait que de plus en plus le slogan « Un port, une ville » prend toute sa force. Le port à lui seul génère plus de 17 000 emplois directs et indirects dans la grande région de Montréal et injecte près de 1,7 milliard de dollars canadiens dans l'économie régionale et provinciale. De fait, parler du port de Montréal, c'est forcément parler de Montréal. Et parler de Montréal ne peut se faire sans parler de son port. Mais quels sont les atouts de Montréal sur le marché mondial? Montréal a un port de classe internationale, mais a-t-elle le potentiel de devenir un emplacement recherché par les entreprises européennes pour l'implantation d'un centre de distribution et de logistique à valeur ajoutée chez nous? Que recherchent ces entreprises? Premièrement, la proximité géographique. Le temps de transport des marchandises par bateau est un facteur déterminant. Comme le port de Montréal est situé plus près de l'Europe que les autres ports de la côte américaine, à l'exception d'Halifax, Montréal se trouve donc bien positionné. Deuxièmement, la proximité des marchés. L'Amérique du Nord représente un marché potentiel de 408 millions d'individus ayant les moyens de consommer. Près de 130 millions sont situés à moins de 1000 km de Montréal. Troisièmement, le temps de livraison. Les infrastructures montréalaises de transport par train et par camion permettent de rejoindre le Midwest américain en moins de 24 heures. Il est plus rapide d'atteindre Chicago par Montréal que par New York. De plus, les infrastructures de télécommunications du Canada et de Montréal en particulier nous permettent de demeurer dans le peloton de tête en matière de logistique. Quatrièmement, l'effet d'entraînement. Le port de Montréal accueille déjà le plus grand nombre de conteneurs de la côte est américaine en provenance de l'Europe. 50% des marchandises sont déjà réacheminées vers les États-Unis. Il y a déjà une habitude de créer dans le domaine de la distribution et de la logistique. Nous devons rapidement profiter du momentum existant pour aménager des sites où une valeur ajoutée sera induite aux biens en transit, tout en générant de l'emploi et une richesse collective. Cinquièmement, les coûts d'opération d'un centre de distribution se répartissent sommairement entre deux grands centres de coûts, soit les coûts immobiliers et les coûts de la main-d'œuvre. En ce qui concerne les coûts immobiliers, Montréal fait encore une fois bonne figure. Les coûts de construction pour les bâtiments industriels sont parmi les plus bas en Amérique. Les tarifs d'électricité proposés par Hydro-Québec sont également parmi les meilleurs. Les coûts du gaz naturel sont tout aussi intéressants. Pour ce qui est des coûts de la main-d'œuvre, les statistiques nous démontrent que la rémunération horaire des travailleurs de production manufacturière est comparable aux autres grandes villes. Précisons également que le taux de change avec nos voisins américains demeure favorable depuis une bonne vingtaine d'années, ce qui renforce notre compétitivité. Finalement, Montréal dispose d'une main-d'œuvre abondante, souvent bilingue, d'un environnement sécuritaire, et elle offre des saisons agréables et variées. Montréal est également un centre universitaire important où la logistique est déjà au programme. Par ailleurs, le Canada a toujours été ouvert au commerce international et la fiscalité corporative peut également supporter la comparaison avec nos voisins. Toutefois, ces nombreux avantages sont mal connus des investisseurs étrangers. D'ailleurs, une étude récente signalait que sur 200 entreprises européennes qui songeaient à implanter un centre de distribution en Amérique, 59 seulement avaient envisagé Montréal comme site potentiel. Il faut donc prévoir que les efforts requis pour changer cette perception et mieux faire connaître notre ville soient importants. Mais attention, Montréal n'est pas la seule à être capable d'accueillir les entreprises de distribution. Comme nous l'avons signalé plus tôt, Halifax est le port qui est le plus près de l'Europe et qui manipule des conteneurs. Il est directement en compétition avec Montréal. Par contre, son éloignement des marchés de consommation demeure son principal inconvénient. Quant à New York, son port est sans contredit le plus sérieux concurrent de Montréal, compte tenu qu'il est le plus grand port de la côte est américaine et que la métropole américaine a la Côte d'Amérique. Celui-ci prévoit d'ailleurs des investissements de plus de 700 millions de dollars américains au cours des 5 prochaines années pour consolider et accroître sa part de marché. Maintenant, voyons comment nos instances gouvernementales comptent attirer les entreprises locales et étrangères à Mirabel et à Montréal. Alors, au Québec, nous avons depuis quelques années
trouver notre spécificité. Alors, parfois, c'était sous le vocable de cité, comme cité du multimédia, cité du commerce électronique. Parfois, sous le vocable de zone de commerce. Or, à Mirabel, justement, nous avons un aéroport immense, sous-utilisé, qui est sous juridiction fédérale. On a vu tantôt aussi que nous avions des programmes de report de droits qui sont également sous juridiction fédérale. Et d'un autre côté, le gouvernement québécois qui voyait là des opportunités fantastiques de développement économique et de création d'emplois. Alors, en 1998, Québec a créé la Société de développement de la zone de commerce international de Montréal à Mirabel. Il s'agissait ici de créer un pôle de croissance en Amérique du Nord dans 3 secteurs particuliers: l'aéronautique, la logistique et la fabrication légère. Le site de Mirabel présentait des avantages certains. Tous les équipements aéroportuaires étant le premier. Ensuite, on a un terrain immense, 2300 heures de terrain disponibles présentement pour le développement commercial et industriel. Il y a également la proximité à un réseau autoroutier, la proximité des voies ferrées du CN et du CP. Et la sous-utilisation des installations confère une grande flexibilité aux entreprises qui veulent s'installer dans cette zone de commerce, qui peut fonctionner d'ailleurs 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Puis malgré la distance qui est peut-être un petit peu plus élevée par rapport au marché, le gouvernement a vu à mettre en place des mesures de dédouanement extrêmement rapides, ce qui permet d'être très concurrentiel par rapport au marché. Afin d'attirer des entreprises dans la zone de commerce, le gouvernement a également mis en place une panoplie de programmes pour aider l'entreprise. D'un côté, il y a une aide financière pour la construction de bâtiments. Il y a également des crédits d'impôt pour l'acquisition d'équipements. Il y a la fameuse subvention à 15 000 $ pour le recrutement et la formation de la main-d'œuvre. Puis, afin d'opérer en zone franche, une panoplie d'experts vont être disponibles aux entreprises pour pouvoir gérer justement tous les programmes de douane et les programmes de taxes qui sont fort complexes. Il y a également un programme pour favoriser la venue d'experts étrangers au Québec et par exemption d'impôts sur le revenu. À Montréal, nous avons entendu plus récemment, au cours de la dernière campagne électorale, nous avons entendu parler du projet de cité de la logistique dans l'Est qui devra se développer près de la rue Notre-Dame et de la rue Dixon. On voit à l'écran d'ailleurs, on verra à l'écran bientôt d'ailleurs une vision de consultants montréalais bien connus. Alors, afin de proposer un projet immobilier de centre de distribution, voyons comment on va pouvoir appliquer concrètement tous ces concepts-là. Maintenant que nous avons décrit Montréal, avec son port, son aéroport de Mirabel, que nous avons décrit un centre de logistique efficace à Rotterdam, ainsi que notre principal concurrent, le port de New York, voyons comment, ici, à notre tour, nous pouvons développer un centre de logistique et de distribution à valeur ajoutée efficace. Comment réaliser une structure équitable, gage de réussite, qui va permettre de concilier les intérêts des différents intervenants dans notre projet. Mais qui sont ces intervenants? Il faut comprendre que si l'on veut un centre de distribution, c'est d'abord et avant tout dans un objectif socio-économique, soit la création d'un centre de distribution à valeur ajoutée qui va amener une activité économique ici, alors que sans effort, elle aurait pu s'implanter ailleurs. Ce que l'on vise, c'est d'attirer des entreprises étrangères qui passent déjà par Montréal ou non, ou qui ne font que transiter leurs marchandises pour qu'elles s'arrêtent ici, qu'elles fassent une opération additionnelle qu'elles feraient ailleurs, soit l'assemblage, le nettoyage ou des tests, donc créer de l'emploi ici, des emplois dans le secteur de la fabrication, mais aussi celle de la logistique, de la gestion et de l'immobilier. À Montréal, nous avons 3 grandes forces concurrentielles sur lesquelles on doit absolument capitaliser. Notre situation géographique, en bordure du fleuve, donc la voie navigable, notre aéroport de Mirabel, qui peut assurer un service efficace de transport par avion cargo, et finalement, notre proximité à un grand bassin de consommateurs. Nous partons de la prémisse qu'il est essentiel de réunir les 2 premières grandes forces, soit le port de Montréal et l'aéroport de Mirabel, car elles justifient la mise en place d'un centre de logistique et de distribution à valeur ajoutée ici.
Notre objectif est de faire de Montréal la plaque tournante en Amérique du Nord des produits européens. Pour ce faire, il est obligatoire dans un premier temps de réunir les différents paliers de gouvernement, soit palier municipal, provincial et fédéral, puisque tous les trois ont un objectif et une volonté commune, soit le développement socio-économique en général, mais à des échelles territoriales différentes. Deuxièmement, notre projet de développement d'un centre de logistique ne pourrait pas être développé sans la collaboration et une volonté soutenue des représentants des 4 grands systèmes intermodaux, soit ceux de l'activité portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et des transports routiers. Finalement, la participation de l'entreprise privée est également essentielle, telles les grandes firmes de logistique, immobilières, de courtage et des industries connexes à des centres. Donc, le plus grand défi, mais également la clé du succès d'un tel projet, est la mise en commun des intérêts particuliers de chacun de ses représentants et des efforts de tous. Notre réflexion nous a donc amené à proposer une organisation paragouvernementale nommée DECLIC. DECLIC pour Distribution et Conseil en logistique internationale du Québec. Composé du groupe des 9 représentants, soit le gouvernement, celui des systèmes de transport et le secteur privé, chaque groupe sera représenté et pourra ainsi voir à ses intérêts particuliers et contribuer également à l'effort collectif de mettre en place un centre de logistique et de distribution à valeur ajoutée. C'est comme un grand conseil d'administration, un conseil en matière de logistique. Cet organisme sera financé principalement par les différents gouvernements pour la phase de démarrage avec une contribution des secteurs privés. DECLIC aura pour mission de contribuer à la création d'un climat d'affaires favorable en réunissant les grands joueurs en matière de distribution et de développer l'expertise québécoise en matière de logistique et de distribution. DECLIC sera l'image de notre centre de logistique et de distribution, une sorte de guichet unique facilitant l'entreprise étrangère à s'intégrer ici et percevoir nos grandes forces. Le rôle de DECLIC est de s'assurer que soient mises en place les structures, efforts et ressources nécessaires à la réalisation de notre objectif de faire de Montréal la plaque tournante en Amérique du Nord des produits européens en créant un centre de logistique et de distribution à valeur ajoutée ici, à Montréal, mais également assurer l'implantation de d'autres centres en bordure de l'activité portuaire et aéroportuaire. DECLIC, de façon plus concrète, verra à mettre en place les structures requises pour les 3 grandes activités reliées à la création d'un centre de distribution, soit l'activité de promotion, l'activité de la gestion des douanes et des lois d'ici et étrangères, et finalement, l'implantation d'un centre de logistique et de distribution à valeur ajoutée. Pour en assurer, est-ce que ça fonctionne? Oui. Pour en assurer le développement immobilier et la viabilité du concept, il est essentiel de respecter l'autonomie commerciale du port et de l'aéroport, qui sont d'ailleurs les seuls maîtres à bord de leurs navires respectifs. Dans ce contexte, DECLIC, le déclencheur, se positionne d'abord et avant tout comme une interface, la porte d'entrée du guichet unique, permettant de créer des activités aux multiples bénéfices. Donc, tout en profitant du pouvoir d'attraction de ces 2 pôles, pour s'implanter, DECLIC, en tant que catalyseur, créera, une fois installé, des opportunités qui augmenteront les activités de transportement autant au port qu'à l'aéroport, générant ainsi des revenus supplémentaires. Rien ne se perd, tout se crée. En maturité, on estime en effet une augmentation de trafic de 200 000 conteneurs sur une base annuelle, soit près de 20 de l'activité portuaire actuelle, avec un budget d'opération de l'ordre de 400 millions, ainsi que la création d'emplois durables pour 3 000 personnes. Il est bon de se rappeler que derrière ou autour d'un concept immobilier se déroulent toujours des activités humaines. Le fait de se souvenir qu'un projet immobilier va bien au-delà du cadre bâti, c'est se soucier de toutes les interconnectivités ainsi que du rôle de chacun des utilisateurs d'espace. L'immobilier n'est pas une fin, ça supporte l'activité humaine. Mais quand même, un peu plus concrètement, à quoi pourrait donc ressembler l'immobilier? Dans notre vision du développement, DECLIC est responsable de l'urbanisme du terrain développé. Donc, si l'on partait de rien, que faudrait-il considérer? Évidemment, la surface de terrain requise pour implanter les centres de distribution. Donc, même si nous prévoyons fonctionner par étapes ou par phase, il est utile de savoir qu'environ 3 à 5 pieds carrés de terrain vierge sont requis pour implanter 1 pied carré de bâtiment construit au niveau de l'air au sol.
Donc, nos recherches nous amènent en effet à retenir que le ratio, de façon optimale, se situe à 20 %, le ratio entre le bâtiment et le terrain d'ensemble. À titre d'ordre de grandeur, les parcs industriels conventionnels, on parle d'un ratio de variant de 35 à 40 %, alors qu'on a noté à Rotterdam 30 %. Donc, en fait, pour notre centre de distribution, on applique 20 % justement pour tenir compte des espaces requis pour le passage des voies ferrées, pour la manutention diverse, l'entreposage, ainsi que les allées et les venues des camions sur le site. Déclic est aussi responsable de l'implantation et d'une signature architecturale distincte de l'ensemble du centre, ainsi que du contrôle et du développement et de la sécurité en général. Les critères de sélection qui sont ressortis lors de notre analyse sont, entre autres choses, le fait qu'on a besoin d'une masse critique de 10 à 12 entreprises qui viendraient s'implanter dans notre centre en construisant des bâtiments dont la surface varierait de 200 000 à 250 000 pieds carrés et où l'usage serait mixte, donc des entrepôts et des bureaux. D'autres préoccupations utiles à connaître, c'est que Déclic prévoit que le terrain demeurera toujours la propriété des municipalités, autant que ce soit à Montréal ou ailleurs en province. Il y aura aussi une grande flexibilité au niveau de la construction. Déclic jouera son rôle de guichet unique en accompagnant les compagnies étrangères qui veulent s'installer, soit en leur offrant du clé en main ou en les accompagnant pour qu'elles construisent eux-mêmes. En fait, l'idée, c'est qu'on vise à implanter vraiment les principes d'une zone franche, facilitante pour accueillir les entreprises étrangères. Le modèle d'implantation que nous proposons s'illustre d'ailleurs très bien par une concentration des activités opérationnelles, semblable à celle que l'on retrouve dans un parc industriel conventionnel, car une économie d'échelle en découle réellement. Toutefois, le centre de logistique et de distribution qui naîtra sous l'égide de Déclic sera beaucoup plus qu'un rassemblement d'industries similaires en un même lieu. Il comprendra, entre autres, des services communs qui seront partagés entre les entreprises. Par exemple, les stations-service spécialisées de réparation et d'entretien pour les compagnies de camionnage et beaucoup plus encore. En fait, lorsqu'il sera en maturité, nous souhaitons que le centre ait vraiment une personnalité propre à lui qui, à long terme, permettrait de promouvoir et développer le réflexe international, et même chez les gens d'affaires, d'associer la logistique à Montréal. C'est un travail de longue haleine, mais on pense qu'il est très important pour les bénéfices ultérieurs. Maintenant, si l'on regarde de plus près la situation de Montréal, qu'est-ce qu'on y voit? Bien, en plus de sa très grande capacité d'accueil, ce qui milite vraiment en faveur d'une implantation du centre près des activités portuaires se résume en 3 points. D'abord, on se rappelle que ça prend de 3 à 5 millions de pieds carrés pour maximiser et assurer la viabilité de notre centre. Donc, à Montréal, ce qui prône en faveur de s'installer près du port, c'est la rareté des grands terrains industriels et surtout l'accessibilité dans un rayon de 50 km. Deuxièmement, le taux de chômage plutôt élevé à Montréal et la présence de main-d'œuvre qualifiée. Et finalement, la volonté politique concertée de promouvoir une relance de l'économie pour contrer l'effet du 11 septembre. Finalement, il peut paraître facile de passer de la simulation à la réalité, mais qu'en est-il de l'avenir? On s'est initialement posé la question, est-ce possible et même souhaitable d'implanter un centre de logistique et de distribution à Montréal? Nous croyons que oui. Maintenant, comment maximiser cette formule? On a étudié les analyses comparatives des grandes villes nord-américaines. On constate que Montréal a 2 grandes forces, son immobilier et ses ressources humaines. Si l'entreprise décide de s'installer à Montréal, qu'elle décide de louer ou de faire construire, elle va économiser en moyenne 24 %. Quant au coût de la main-d'œuvre, on parle d'une économie d'environ 38 %. Pour capitaliser sur ces 2 avantages, on doit cibler des entreprises qui ont des besoins de grandes surfaces et d'un apport en main-d'œuvre important. Partant de cette information, projetons-nous vers l'avenir. Nous avons instauré Déclic. Nous avons notre centre de distribution et de logistique à Montréal. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous savons que le régime de report de droit n'est pas territorial. Il s'étend à l'ensemble du Canada. Alors, pourquoi ne pas créer des centres de distribution et de logistique près des autres ports? Pensons à Sept-Îles, Saguenay, Trois-Rivières, Contrecœur. Nous pourrons même faire de ces centres, leur donner une vocation spécifique tout à fait régionale. Il y a des alliances qui sont toutes naturelles. Pensons au bois et Trois-Rivières, aux métaux et Saguenay. Fort de cette réussite, ayant pris son envol, on aura établi un réseau de distribution au Québec qui sera capable de relier l'Europe via Rotterdam et la côte est américaine. Nous savons par ailleurs que lorsque la marchandise part de Montréal pour se rendre à l'ouest et au Midwest américain, nous perdons un peu de notre compétitivité. Alors, par ailleurs, on a un réseau intermodal important. Pourquoi alors ne pas créer un nouveau Déclic à Vancouver,
capable de desservir l'Ouest canadien, le Midwest américain, la côte ouest américaine. De là, il n'y a qu'un pas à faire et nous nous retrouvons en Asie via Singapour. Maintenant, comment penser et faire mieux? Comment penser globalement et agir localement? L'expérience des autres acquise au cours de nos voyages nous a été fort utile. Nous voulons vous présenter maintenant 9 recommandations qui, nous croyons, pourront aider Montréal à devenir une plaque tournante au Nord-Amérique. La première recommandation, c'est d'améliorer le jumelage des voies du CN et du CP, d'alléger les procédures et les autorisations requises. La deuxième recommandation, c'est de faire en sorte que le réseau routier qui ceinture les grandes villes soit complété de façon à éviter le plus possible les grands engorgements. Troisième recommandation, réinstaurer le transport par barge. Nous savons que c'est le port de Montréal qui a la plus grande capacité. Toutefois, rien n'empêche la marchandise d'arriver au port de Montréal et d'être ensuite réacheminée vers les autres centres de distribution par des barges. L'avantage, ce sera encore d'alléger les réseaux routiers. Notre quatrième recommandation, lorsqu'on est arrivé à Rotterdam, on a rencontré des gens, on s'est rendu compte que leur première préoccupation, c'était de demeurer les leaders européens. Pour ce faire, ils doivent minimalement rencontrer les besoins de leur clientèle actuelle. Or, ces clients-là ont des besoins grandissants d'espace. Le territoire est toutefois limité. On a parlé du projet d'expansion tantôt. Alors, on sait que lorsqu'on parle de projet d'expansion, on a toujours deux grandes embûches, l'argent et l'environnement. À Rotterdam, ils ont été aux prises avec un problème d'espèces végétales. Lorsqu'on a rencontré les gens d'Anvers, c'était une petite grenouille qui a retardé pendant 1 an et demi un projet d'expansion. Alors nous, on croit qu'il est important de créer des alliances stratégiques avec des écologistes, de façon, d'une part, à faire en sorte que le processus d'expansion soit facilité, et d'autre part, d'avoir des solutions qui vont respecter notre environnement à long terme. Cinquième recommandation, la création de zones franches. Le concept de zone franche, c'est un concept internationalement reconnu. C'est un outil de promotion pour les entreprises étrangères. On ne peut pas passer à côté. Sixièmement, pourquoi ne pas repenser tout le système de distribution? Une forme de réingénierie appliquée à l'industrie dans son entier. On sait qu'on a la technologie présentement pour repérer un colis à peu près à travers tout un réseau. Pourquoi ne pas penser à étendre cette capacité-là au niveau informatique et pouvoir repérer un colis à travers le monde via l'Internet et ouvert et disponible à tous 24 heures par jour? Une autre idée innovatrice, vous pouvez l'observer sur cette photo, c'est notre camion pas de tête. C'est un camion téléguidé, on le voit à Rotterdam, puis il nécessite une grande surface et une surface également large. C'est pour ça qu'on n'en a pas à Montréal. Toutefois, il n'est pas dit que lorsqu'on configurera notre centre de distribution et de logistique, on ne prévoira pas de tels espaces pour ensuite bénéficier d'un véhicule comme celui-ci. Septième recommandation. Un centre de distribution et de logistique, c'est pas juste des conteneurs, c'est pas juste des bâtiments. Il y a des gens qui vivent et qui y travaillent. On voudrait qu'ils travaillent dans un espace environnemental le plus agréable possible. On veut que ce centre-là soit ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, c'est important de prévoir des garderies, un centre médical, un centre sportif pour que les gens soient en santé et soient productifs, un lieu de divertissement et des espaces verts. On aimerait créer un lien d'appartenance entre l'employé et le centre de distribution. Vous savez, on est en concurrence avec des centres de distribution au Mexique. Là-bas, on les appelle les maquillas. Et sur cette photo, vous avez une femme qui travaille là-bas et à son poignet, elle a un bracelet de surveillance. Elle travaille de 72 à 84 heures par semaine pour un salaire mensuel de 155 $ canadiens. On n'a pas d'impact sur les normes et les conditions de travail à l'étranger. Ce qu'on peut faire cependant, c'est d'essayer d'imposer notre modèle et de faire des pressions auprès d'organismes internationaux pour que de telles normes soient édictées. Notre huitième recommandation, c'est la sécurité. La sécurité, c'est pas juste important, c'est pas juste d'actualité. C'est aussi un outil de promotion. Le 11 septembre a eu un impact définitif. On ne peut pas faire fi des pressions que les États-Unis exercent auprès du Canada pour qu'on harmonise nos normes au leur. Récemment, pas plus longtemps que lundi de cette semaine, une entente a été signée à Ottawa qui prévoit
l'implantation d'un périmètre de sécurité en Amérique du Nord. Les États-Unis reçoivent 85% de nos exportations. On ne peut pas contourner ça. 9e et dernière recommandation, la création d'un fonds de recherche et de développement. Pourquoi? Bien, pour mettre en place tout ce qu'on a dit précédemment. Et deuxièmement, pour essayer de contrer la pollution, parce que les centres de distribution logistique, il ne faut pas se le cacher, vont accroître cette pollution-là et on a en tête l'accord de Kyoto. En terminant, voici ce à quoi pourrait ressembler notre centre de distribution. Alors voilà, nous avons tenté de vous démontrer pendant cette courte présentation pourquoi et comment Montréal et ses installations portuaires et aéroportuaires pouvaient constituer le cœur immobilier d'un immense réseau de logistique et de distribution, non seulement pour l'Europe et l'Amérique, mais aussi pour l'Asie et l'Océanie. Tout y est. Le port, l'aéroport, les transporteurs ferroviaires et routiers, les institutions de financement et de courtage en douane, les compagnies immobilières, les third-party logistics, sans oublier la technologie, le e-commerce et l'électrotechnologie. La structure simple que nous proposons, doublée d'un service de démarchage effectif et producteur, pourrait sans aucun doute attirer comme un aimant de nouvelles entreprises et partant favoriser le développement économique du Grand Montréal et bien sûr créer des emplois. Il va de soi que mener à terme un projet aussi important ne peut se faire qu'en s'appuyant sur les paliers du gouvernement, bien sûr, mais aussi sur l'industrie du transport maritime, aéroportuaire et routier au total. Et surtout, sur l'entreprise privée en général. Au-delà donc de la brique et du béton, c'est véritablement là que réside le grand défi. Alors, si vous voulez plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre site internet www.zep-déclic.com, tout en étant patient pour quelques jours, le temps de l'initialiser. Alors là-dessus, je vous dis merci de votre attention. Vous avez été un public en or. Et nous sommes là si quelques questions ou commentaires, par hasard, voulaient être faits par quelqu'un dans la salle. Merci. Hein? Petit clin d'œil du ZEP. Je t'ai regardé. Merci. Vite quand même. OK.
Ça n'a pas d'allure,